Ouais, c'est tellement gâté. C'est tellement gâté. Oh. Tony Pacheco sort en fait de silence et fait des graves révélations sur Alassane Ouattara et Makofi Kamila. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo sûrement. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque nous partons à la garde républicaine, et là-bas on est dit que Ikamewa, Imame, là-bas là, on n'a pas le droit de s'inquiéter, de se poser des questions. Lorsqu'aujourd'hui à Diaké, nous avons une armée de FNC. Dans cette armée-là, on ne doit pas affecter des militaires, des anciens pièces là, qui travaillent sous Babou là. Et il ne doit pas inféoder, il ne doit pas incruster cette armée-là. Eux, on ne les mélange pas. Ils servent de base de réserve. Est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter sur la présence de ces rebelles-là en terre ivoirienne? Lorsque nous avons encore une base de FLC à Boaké, eux aussi ne doivent pas se mélanger aux militaires. Ils ont leur base, ils sont encore comme des réserves. Est-ce qu'on ne peut pas s'inquiéter? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et qui les alimente? Ce qu'ils font là-bas, là, est-ce que nous on le voit? C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'aujourd'hui, M. Ouattara a autour de lui des chefs de guerre qui sont promis à des postes de responsabilité, préfets militaires, etc., etc., est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir si Ouattara n'est pas le père de la rébellion? Lorsque Ibé, avant sa disparition, avant son assassinat, parce qu'il faut préciser les choses, il a été assassiné par l'ensemble Ouattara. Lorsque Ibé, avant son assassinat, nous a dit qu'il voulait rentrer en Côte d'Ivoire lors du coup d'État, mais le grand frère Blaise Compaoré lui a dit: tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que si tu rentres en Côte d'Ivoire, c'est la preuve écrite, c'est la preuve matérielle que le Burkina vous a servi de base arrière pour déstabiliser le régime démocratiquement installé de Gbagbo Lora. Mais comment Gbagbo Lora pouvait le savoir? Comment on pouvait le savoir? Est-ce qu'en ce moment on pouvait dire que Blaise a fait le coup d'État? On a eu le coup de ce que Blaise préparait des hommes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Mais quand on demandait à Blaise, il dit que c'est faux. Il disait que c'était faux. Quand l'ambassadeur de France allait voir IB au Burkina, IB disait non, moi je parle, il n'y a pas de coup d'État, moi je suis ici, personne ne s'entraîne, il n'y a pas d'armes, il n'y a rien ici. Donc si IB jouait le jeu, comment la France allait savoir qu'effectivement il y avait une rébellion qui se préparait depuis Ouagadougou? En réalité, donc nous avions des rebelles qui étaient, je dirais, incrustés parmi nous, qui se cachaient, qui jouaient le jeu. Gbagbo Lora a arrêté Ouattara comment? Si chacun se cachait. Si chacun faisait comme s'il était en tout cas loyal à la République, alors qu'en réalité, mais il était pour Ouattara. Chers amis, ne nous demandez pas l'impossible, ne nous demandez pas ce que vous-même vous ne pouvez pas prouver, parce que nous là on voit. Donc aujourd'hui, il a fallu que Gbagbo ne soit pas là pour qu'on sache qui est Ouattara. Il a fallu que Gbagbo ne soit pas là pour qu'on sache qui est Ouattara, pour qu'on sache qui a fait la rébellion. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, quand il me parlait, il a pu se montrer la vidéo où il a dit un ami libanais lui a gagné 100 millions. Et de les 100 millions, il a fait un dispatching avec des enveloppes de 300 000. Et il a donné à Djagaou. Mais Djagaou, il est qui aujourd'hui? C'est les rebelles du Nord. On ne doit pas se poser la question. Alors nous allons maintenant aller à la phase de déconstruction. Alors chers amis, je vous dis simplement, une rébellion, elle se prépare. La rébellion là, elle se prépare. On ne se lève pas comme les Gabonais pour dire matin comme ça sans payer des calettes pour marcher, je vais faire rébellion. Non, une rébellion, elle se prépare. D'abord, il faut une cellule de communication pour pouvoir parler à toute éventualité au cas où la communauté internationale veut sanctionner la rébellion. Si la rébellion en tout cas a eu un succès et qu'on prend le pouvoir, si la communauté internationale veut sanctionner cela, il faut que nous ayons en tout cas un lobby qui va travailler de façon à calmer ces choses-là pour une acceptation de cette rébellion-là. Voilà la réalité. Et au-delà de cela, au moment où on prépare cette cellule de communication qui travaille à parler à cette éventualité-là, en même temps, qu'est-ce qu'on fait? On paye le matériel de renseignement. On envoie les gens sur le terrain qui sont infiltrés pour aller voir les différents agissements. Le ministre de la Défense, voilà où il habite. Il vient au travail à quelle heure? Il se retourne à la maison à quelle heure? Il a tel nombre d'enfants. Voilà ses fréquentations, etc., etc. Voilà, à l'escadron de Yopougon là, il y a tel nombre de pelotons, il y a tel nombre d'officiers. Voilà le matériel, la mémoire là. Voilà tel nombre d'armes qu'ils ont là-bas. Voilà les qualités d'armes dont ils disposent, etc., etc. Donc il faut des hommes qui vont infiltrer le terrain, qui vont nous servir de renseignements. C'est-à-dire qu'ils vont nous donner des informations pour que nous soyons préparés pour voir à quel genre de personnes nous avons affaire, qui nous allons combattre. Et pour que nous soyons suffisamment préparés et qu'il y
que nous on vient avec un A52. Voilà la réalité. C'est-à-dire qu'il est plus sophistiqué et plus performant qu'une Kalachnikov T81. Un exemple par exemple. Donc, il faut tout ça. Et au-delà de cela, il faut les hommes. Il faut recruter les hommes. Quand on recrute les hommes, il faut les entraîner. Il faut les entraîner. Il faut une base arrière où ils se préparent, où ils s'entraînent. On ne peut pas s'entraîner dans le pays qu'on veut déstabiliser parce qu'ils vont nous prendre. Le pays qu'on veut déstabiliser là, si on se prépare dans ce pays-là, les gens vont nous attraper. Donc il faut trouver un pays qui va nous servir de base ressources pour pouvoir alimenter nos hommes pour venir attaquer. Voilà la réalité. Donc, chers amis, une rébellion, elle se prépare. Donc, Ouattara ne peut pas nous dire qu'il ne connaît pas Kone Zakaria. Alors que Kone Zakaria lui-même était en exil. Parce qu'après le coup d'État, échoué contre les Robert, qu'on a appelé le complot du cheval blanc, ils sont tous allés en exil. En exil là, c'est là qu'ils ont préparé le coup d'État. Puis il a donné des armes. Il percevait 25 millions de la part de Ouattara, il a dit. Donc comment tu peux donner 25 millions aux gens chaque fin du mois et puis tu ne les connais pas? Comment les gens peuvent aller faire un coup d'état pour toi et puis ils ne te connaissent pas? Ces moindriers là, ces crèves la fait là, eux ils avaient l'argent pour payer les armes. C'est seulement comme les étudiants qui pouvaient payer les armes. Les frères, il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on se respecte. Voilà la réalité. Il peut même nous dire dans quelles conditions seront aller auprès de lui. Il dit qu'il était occupé, il ne pouvait pas s'occuper des journalistes. Et quand Soro pouvait parler, il a dit à Soro occuper les journalistes. Voilà comment Soro est venu auprès de lui, après avoir échoué à la députation à Bamboui. Voilà la réalité. Donc, pour faire un coup d'État, le coup d'État il se prépare. On ne se lève pas de façon spontanée et de façon instantanée pour faire un coup d'État. Un coup d'État, c'est tout un mécanisme de fonctionnement qu'on met en place avant effectivement de mettre. Donc, Ouattara ne peut pas nous dire qu'il n'a pas fait le coup d'État. Alors, pour parler, comment on appelle ça, pour vous expliquer un peu de quoi il veut parler, je vais vous présenter la vidéo du commandant Abey quand il est arrêté. Le commandant Abey là, quand il est arrêté, ce qu'il a dit, vous allez entendre. Et puis après, Tony Pacheco va bien entendu pousser son allocution. Voilà. On va écouter le commandant Abey et puis après je pousse son allocution. Chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire, suivez. Commencer à faire un certain nombre de réunions où il était question donc de planification. Non, attends, on va dire. Une solution militaire. Et c'est comme ça que nous avons commencé à faire un certain nombre de réunions où il était question donc de planification, de renversement de pouvoir qui était la seule voie pour nous de retourner dans notre pays. Voilà, un certain nombre de réunions. Donc quand on fait des réunions, on fait des réunions avec qui? Quand on fait des réunions, on fait des réunions avec qui? Et ceux qui l'ont financé par exemple, demain vont dire que non, lui, moi je ne connais pas Abey. C'est un exemple. Non, il ne le connaît pas. Mais il a fait des réunions avec vous, n'est-ce pas? Voilà la réalité, on peut sur la vidéo. Je vais prendre de l'argent avec Stéphane Kipré et puis un certain monsieur Ramon et puis un blanc qui s'appelle Salomon Philippe. Parce que je l'ai dit, pour arriver d'abord à une solution militaire, il faudrait avoir du matériel de renseignement. Du matériel de renseignement qui nous permet de voir quelle est la situation véritable sur le terrain. Et après ça, on peut établir un schéma d'attaque, comme que le docteur dit, franchement. Voilà. Donc, il est dit, et tout bon militaire le sait, quand on veut faire un coup d'État là, on a besoin d'un matériel de renseignement. Donc le matériel de renseignement là, lui qui allait faire le coup d'État là, qui allait lui donner ça? Parce qu'il n'a pas les moyens. Donc Ouattara, le matériel de renseignement de Kone Zakaria, de Ouattara, de Ibé, de Sorokion, qui lui a donné ça? Qui a payé pour les donner? C'est ça qu'il s'agit. Et puis on nous dit, en ce moment où il parlait là, où il disait on a besoin de matériel de renseignement, le coup d'État n'est pas encore eu. On se préparait à faire le coup d'État. C'est là où c'est fou. On se préparait à faire le coup d'État. Quand les IP, quand les Kone Zakaria ont dit qu'ils avaient besoin de matériel de renseignement là, ils se préparaient pour le coup d'État. Donc le coup d'État n'a pas encore eu lieu. Donc comment Ouattara voulait fournir ce matériel là? Ouattara ne le connaît pas. Ouattara ne connaît pas Kone Zakaria. Ouvrez les yeux pour ça. C'est de ça que nous parlons. Alors, chers amis, j'aimerais dire à Ouattara, il faut libérer Abey. Lui au moins il a parlé, il n'a pas fait le coup d'État. Vous là, vous avez fait le coup d'État dans la vie. Voilà, il faut le
Centrafrique et le Côte d'Ivoire, on va poursuivre. Ici, nous allons aller écouter le sénateur Ibrahim Koulibaly. Voilà, on va écouter Ibrahim Koulibaly. Et puis après, bien entendu, Johnny Pacheco va poursuivre son allocution. Allez, suivez cette vidéo-là. Je devais aller à ma... D'abord, il faut que je vous éclaircisse quelque chose. Les gens vont se poser la question, mais pourquoi quand ça s'est passé, les premières heures, je n'ai pas sorti ma tête à Boaké? J'ai été reçu dans un pays par un chef de l'État. Donc, qui m'a donné le statut de réfugié politique. J'étais le seul à avoir ce statut. Donc, tous les autres étaient sous ma coupole. Et quand nous avons coupé le pays en deux, je voulais rentrer. Le grand frère Blaise m'a dit non, tu ne peux pas rentrer parce que si tu rentres, c'est la pure démonstration que votre base arrière était le Burkina et que c'est le Burkina qui vous a équipé. Et là, moi Blaise, ça me met dans une situation très difficile. Donc, laisse les jeunes progresser au moment opportun, c'est-à-dire quand nous aurons toute la situation en main, tu pourras sortir la tête. Il dit ok, mais quelqu'un qui t'a reçu, qui est ton tuteur, tu ne peux pas le sauter, faire ce que tu as envie de faire. Le minimum, c'est le respect. Et dans la logique, effectivement, l'ambassade de France, l'attaché militaire, venait me rendre visite chaque 2 semaines pour se rassurer que j'étais à Ouaga. Parce qu'on disait non, c'est le Burkina qui est derrière, c'est le Burkina qui les a équipés. Quand il venait me visiter, mais moi je suis là. Aucun Burkinabé ne combat sur le terrain. Nous n'avons pas reçu d'armes du Burkina, nous avons pris les armes dans les poudrières en Côte d'Ivoire parce qu'on avait des alliés là-bas. Donc c'était justifié et ça a permis au Burkina de rester blanc. Et ça a permis à la rébellion de tenir sans que les accords de défense qui existaient entre la Côte d'Ivoire et la France puissent être déclenchés. Parce que dans les normes, ça devait être déclenché. Voilà. Donc pourquoi les accords n'ont pas été déclenchés? Parce que simplement IB a joué le jeu. Quand l'ambassadeur de France venait le voir chaque 2 semaines, il disait non, le Burkina nous a pas équipé, regardez-moi, mais je suis là, je suis coupé, je suis couché dans mon canapé ici, je bois mon baka, je n'ai rien fait. Et la France a cru en ce qu'ils ont dit. Donc les accords de défense entre la Côte d'Ivoire et la France n'ont pas été déclenchés. Voilà la réalité. Donc comment Ouattara pouvait arrêter Alassane Ouattara lorsque IB était obligé de mentir pour protéger ses patrons? Comment monsieur le président Gbagbo pouvait arrêter Ouattara lorsque IB était obligé de mentir pour protéger Blaise Compaoré? Vous là, vous qui me posez question, vous dites envoyez-nous une preuve sur papier là. IB me répondait qu'il a menti pour protéger ses patrons. Voilà le premier point. On va avancer. On va avancer. Ici. Attends, bon, ok, c'est pas grave. On va avancer. Ici, je vous ai présenté la vidéo de Ouattao. Où Ouattao, en tout cas, plébiscitaire, présentait des rebelles et qu'on devait ovationner. Il s'adressait à une tribune, en tout cas, de rebelles. Voilà, et à ces rebelles-là, il leur montrait leur patron rebelle. Et bien entendu, ils étaient ovationnés. Mais il y a un nom qui nous intéresse dedans. Ce nom-là, c'est Apollon Alexandre Touré. Après ça, là, je vais vous présenter une autre vidéo de ce qui est devenu Apollon aujourd'hui. Et vous allez comprendre de quoi ils sont en train de parler. Pour vous dire que le président Gbagbo ne pouvait pas arrêter Ouattara. Parce qu'en réalité, chacun jouait le jeu. Chacun était caché, faisait semblant d'obéir à la nation, de protéger les institutions de la République et les biens et les personnes qui les incarnent, et de protéger par ricochet les Ivoiriens et les biens. Voilà la réalité. Donc comment le président Gbagbo pouvait arrêter Ouattara? On poursuit la vidéo, on va suivre Ouattao. Suivez cette vidéo. Tout ce qui est poussé, tout ça. Pour faire celui qui a sa beauté, tout le temps dans la clé.
Mais laissez. Au fait, il faut arrêter cela, les frères. On entend les parler. Faut pas fâcher, hein. Nous s'amuser. Voilà. Faut pas fâcher. Nous s'amuser. Ouattara disait ici que le colonel Apalo, commandant école de l'école de gendarmerie de Torokui, leur a donné des armes et leur a permis de prendre l'école de gendarmerie. Et tout, en tout cas tout l'armement qui était à la disposition des élèves gendarmes là, il a donné aux rebelles pour pouvoir combattre le président Gbagbo. Mais l'école de gendarmerie était sous tutelle de qui? Du ministère de la Défense, qui lui aussi est sous tutelle de qui? La présidence de la République. Donc logiquement qui est aux ordres du président Gbagbo. Donc le commandant école de Torokui là, normalement il devait défendre qui? Le président Gbagbo. Il devait se mettre du côté de qui? Du drapeau de la République, orange, blanc, vert. Et qui incarnait ce drapeau? C'était le président Gbagbo. Mais ce patron là, Apalo à les entourer là, il a donné des armes aux rebelles. Mais je vous rappelle que lorsque moi j'étais en formation à Torokui, dans ma deuxième année, Apalo m'a trouvé là-bas. Il était le commandant en second de Thomas Doué. Mais il était parmi nous. En tout cas, il nous formait, tout ça. On prenait ça en pied. On se disait que c'est un collègue gendarme. Voilà, c'est un formateur, etc. Est-ce qu'on pouvait s'imaginer qu'on avait annoncé une panthère? Est-ce qu'on pouvait s'imaginer qu'on avait annoncé un python? Et je comprends, je lui mets à Torokui là, il élevait un python. Il y avait un gros python dans sa maison. Python qui n'est pas en cage, il y a python dans sa maison à Torokui. Donc je dis, je comprends que lui-même la c'était le python qui était dans sa maison là-bas. Mais là, ne mets pas les débats. Les débats là. De Torokui aux rebelles. Voilà ce que Ouattara fait de lui aujourd'hui. Je mets cette vidéo là. Voilà ce que c'est pas. Actuellement, où je vous parle. Regardez. Ahmed Bakayoko qui va en personne lui donner le drapeau national de la gendarmerie. Suivez cette vidéo. Le voici à Palo. Voilà. Passation de charge. Un Kwaku Nicolas et lui. Et Ahmed Bakayoko va lui donner le drapeau de la gendarmerie nationale. Je vous remets le drapeau de la gendarmerie nationale. Vous en assurez la garde le temps de votre commandement. Mesdames et messieurs, honorables invités, en recevant le drapeau de la gendarmerie nationale des mains de... Voilà. On donne le drapeau de la gendarmerie nationale à un rebelle. C'est de lui Ouattara parlait là, puis il disait ouais merci, remercions à Apalo. Et l'État de Côte d'Ivoire, un État sérieux, avec un président qui dit qu'il n'a rien à voir avec la rébellion, qui ne connaît pas Kone Zakaria. Alors qu'à Torokui là, qui est arrivé là-bas, c'est Kone Zakaria qui est arrivé à Torokui là. Et puis Apalo lui a donné des armes là. Voilà la réalité. C'est Apalo là, c'est à lui maintenant qu'on confie toute la gendarmerie entière de Côte d'Ivoire là. Lui on lui donne la gendarmerie dans la main. Pour prendre, c'est pour toi. Les frères, comment de vous à moi, Gbagbo Laurent pouvait savoir ça et puis arrêter Ouattara? Gbagbo Laurent c'est quoi? C'est un ange? Ou Gbagbo Laurent c'est un esprit? Lui il lit dans vos pensées, mais même le diable ne peut pas lire dans nos pensées. Le diable ne peut pas lire dans nos pensées. Voilà, il se nourrit de nos peurs. Quand tu as peur là, le diable se nourrit de ta peur. Tu vois que le diable là, ne peut pas lire ta pensée. Donc c'est pas le président Gbagbo qui va lire ta pensée. Vous avez compris? Voilà la réalité les frères. Donc j'aimerais vous dire, comment il allait l'arrêter? Venez nous dire par quelle magie. Le président Gbagbo devait arrêter Alassane Ouattara. Si en parlant que c'était nous là, il jouait le jeu. Parce que nous on s'entend que c'était un rebelle. Mais c'était un rebelle. Et l'histoire démontre que c'est un rebelle. C'est lui qui a tué les élèves généraux de Torokui. Voilà, chers amis africains, c'est pas fini. J'aime aller en profondeur. Et nous allons aller en profondeur. Alors, je suis ici. On va présenter votre témoin P66, P99, P-27, P-9.
plus l'infini. Alors ces pays-là, on va les écouter. Et puis bien entendu, après, Johnny Pacheco, il va plus sur l'allocution. Chers amis africains, de Côte d'Ivoire, on va écouter, suivez. Effectivement. De quel mal ou mot souffrez-vous au juste pour vous faire délivrer, pour vous délivrer un certificat médical? Ça n'a pas d'importance ici, je n'ai même pas besoin de parler de ça. C'est pas de ça qu'on est venu parler. Voilà. Bon, c'est témoin impoli là, très indiscipliné, qui répond comme ça là-bas. Il est venu témoigner contre Babo et le ministre a écouté. Bon, ce témoin là, est-ce qu'il est venu avec des preuves? Il est venu avec des papiers pour étayer ce qu'il va dire. Est-ce qu'il est venu avec des preuves? Il est venu avec des papiers pour dire non, arrêtez de procès, condamnez-les, voilà les preuves, il a fait un plan commun. C'est simplement à partir de ces allégations, simplement à partir de cette déclaration, que le procureur et le juge vont dire, plus là, on les condamne. C'est pas ça. C'est pas ça les frères. Sinon, donnez-nous les preuves aussi écrites. Donnez les preuves là. Et puis on va voir. Benoît Soueur. Ce français qui dit qu'il y a la xénophobie en Côte d'Ivoire. Il y a plein d'étrangers. Ils n'ont pas papier. Comme tu les aimes tellement là, demain matin tu t'en vas au château d'eau, tu t'en vas au château rouge. Dans toutes les contrées de France, tu les as mis dans les cars, et puis tu les envoies à la préfecture, et puis tu les envoies papier. Papa vous aime pas, moi je vous aime, tiens papier. Papa t'aime pas, moi il t'aime, tiens papier. Papa t'aime pas, moi il t'aime, tiens papier. Comme tu les aimes là, il faut leur donner papier. Tu finis pour t'occuper de ta maison qui brûle là. Tu as compris? Occupe-toi de ta France qui nous vole là. Mes chers amis, ne nous faites pas parler. Ne nous faites pas parler. Moi personnellement, souvent en fait, ça me fait mal. Parce que mon combat, ce n'est pas de parler de Ouattara. Nous devons expliquer aux Ivoiriens et aux Africains ce que la France fait chez nous. C'est ça le combat. J'ai mal quand je vois tout ça. Parce que ce que je sais là, c'est trop. Et quand je sais qu'on est malheureux, alors que notre continent normalement n'est pas malheureux, notre continent est riche, mais et puis ça là, ça n'inquiète pas quelqu'un. Ça ne fait pas réfléchir quelqu'un. Ça c'est normal d'accepter ça. C'est pour ceux l'Africain là qui pouvaient accepter ça. Mais on a encore des gens qui nous insultent. Nous avons encore des gens qui nous menacent. Nous avons, en fait, voilà pourquoi l'Afrique peine à démolir. Si notre combat, c'est pas de parler de Ouattara. Ouattara, nous, on n'a pas fait Ouattara. C'est un sous-préfet français. Nous, on essaie simplement de l'amener à la raison. Pour lui dire qu'il arrête cela, parce qu'il est noir de peau. Et qu'il aime ses frères. Voilà la réalité. Donc, j'ai un peu mal quand je vois tout ça. Donc, Benoît Soueur, quand il a fait son documentaire, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il va pour dire identité, Benoît Soueur nous a produit les documents sur papier pour dire voilà, la Côte d'Ivoire crée l'Ivoirité, c'est Gbagbo Laurent, voilà les preuves. Voilà, Gbagbo Laurent a signé, voilà ça. Non, il a pris des braqueurs, des voyous, des partisans de Ouattara, à les enfermer dans des maisons. Il faut témoigner. Voilà, il faut parler. Et puis on a enregistré et puis on a diffusé ça. C'est ça là, c'est sur la base de ce documentaire, sur la déclaration des gens qui n'aiment pas Gbagbo. Des gens comme ça, on dit dans la Côte d'Ivoire, et c'est le fond. Donc, on doit dire la Côte. C'est quoi ça, les frères? Arrêtez. On va supprimer mon live. Ça devient noir un coup, on ne comprend plus rien. Est-ce que vous voyez ce que je vois ici? Ça devient noir un coup. Non, mais c'est pas possible. Mais ça, après, il faut arrêter. Mais j'aimerais dire, c'est sur la base des déclarations des uns et des autres, qui sont pour la plupart des partisans de Ouattara, qu'ils ont enregistré ce documentaire-là, Côte d'Ivoire pour créer identitaire, pour dire que la Côte d'Ivoire est xénophobe. C'est pas ça. Ah, donc, ça c'est des preuves quoi. Ça c'est des preuves que la Côte d'Ivoire est xénophobe. Parce que les partisans de Ouattara ont parlé, on doit dire oui, Gbagbo c'est un xénophobe. C'est un expéditionniste. C'est ça la réalité pour vous? Mais non, chers amis. Je vous ai dit que vous avez en face de vous des personnes dotées de raison. Voilà, les personnes qui savent quoi faire de leur cerveau. Notre cerveau là, ça ne nous sait pas avoir les armes. Ça nous sait à placer les mots là où il faut. Voilà, ça nous sait à placer les mots là où il faut. Et à nous mettre en tout cas dans la posture de nos choix. Voilà la réalité. Parce que l'Afrique peine à décoller. Pourquoi? Parce que les individus comme vous là ne connaissent pas les places. Si vous connaissez vos places là, on n'aurait pas été chanté de faire des vidéos. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand Ouattara, sa place est derrière les barreaux. Un homme comme
Ouattara, sa place est derrière les barreaux. Tous ces faisant le coup d'état là, leur place c'est pas parmi nous, c'est pas les humains ceux-là. Voilà, Dieu a dit de s'aimer les uns les autres. Et il nous aime comme ça. Quand on aime son amour, quand on aime son prochain, on prend des armes pour exterminer comment on appelle ça, sa progéniture. On prend des armes pour exterminer ses frères, mais soyons sérieux. Alors, ça c'était pour parler du documentaire de Benoît Choueur. Nous allons aller encore en profondeur, parce que j'aime bien aller en profondeur. Ces amis africains de Côte d'Ivoire. Voilà un monsieur ici dans ce pays qui est venu parler. Et donc sur la base de ce qu'il a dit là, on doit condamner Gbagbo, non? C'est ça, non? C'est ça, c'est votre preuve qu'elle a là. C'est le plan commun qu'elle a là. Ce témoin là, P66 ou bien P moins l'infini là. C'est le plan commun qu'elle a là. Non, il faut arrêter. C'est un Africain de Côte d'Ivoire. On va ici très rapidement aller écouter Bernard Goza. Voilà, parce que vous avez bien les prendre en exemple. Nous sommes plus presque 4 à 5 milliards de francs CFA au A. On va arriver, hein. Voilà, on écoute. Il est venu chez moi passer l'impôt. C'est ce qu'il m'a dit. Moi je l'ai dit même. À Paris ici, je ne connais aucun Ivoirien qui peut débloquer 40 000 francs pour te donner et aller déposer à l'OFPRA. On a discuté avec Marcel Aïbo. Aïbo m'a dit, ah mais écoute, je vais essayer de l'amener chez Giam Sesenak, qui était le conseiller en communication dans la salle Ouattara en 1999 avec Alain Toussaint. Donc je vais essayer d'amener sur le Guillaume là-bas. Donc il a amené sur le Guillaume là-bas. À l'avenue Kléber, où Ouattara venait d'ouvrir un cabinet de communication avec une somme de presque 4 à 5 milliards de francs CFA pour arroser toutes les rédactions de Paris avant le coup d'État de 1999. Et c'est Giam Sesenak et Alain Toussaint qui géraient ce cabinet de communication avec Dominique Ouattara en arrière-plan. Voilà. Voici un monsieur comme Alassane Ouattara qui va nous dire plus tard dans cette vidéo-là. Quelqu'un qui a ouvert une cellule de communication pour faire en sorte que le plan accepte le coup d'État qu'elle a avoir lieu. Un type comme ça va dire que lui n'avait rien à voir avec le coup d'État. C'est ce que je vous disais en prélude que quand on veut faire un coup d'État là, il faut effectivement un matériel de renseignement, il faut des gens qui travaillent dans les lobbies pour essayer d'influencer la communauté internationale pour accepter la réunion, etc. Ouattara, il a préparé ça longtemps. Et Ouattara, quand il prépare ça là, derrière, il faut effectivement ceux maintenant qui vont faire le coup d'État. Et parmi ceux qui vont faire le coup d'État là, une figure emblématique de la République. Vous voulez couper mon lait, pourquoi? Attends, mais là ça devient noir. Mais c'est quoi ça là? L'écran devient noir. Ok, on suit. En fonction du chef de l'État. Autrement, j'aurais dit c'est un comédien. Et j'aurais dit plus que cela, mais je ne veux pas être discourtois. Il faut arrêter. On ne peut pas. Le 24 décembre, c'est Alassane Ouattara. Quelles sont les preuves? Aucune. J'étais en France, j'ai appris comme tout le monde qu'il y avait un coup d'État qui se déroulait. Voilà. Yeah. Donc, lui, il était en France. Il a appris comme tout le monde qu'il y avait un coup d'État qui s'est déroulé. Mais Alain Toussaint, il travaillait pour toi. Jean Sesenak travaillait pour toi. Ton cabinet de communication que tu as ouvert en France, là, qui était géré par ta femme Dominique Ouattara, là, à hauteur de 5 milliards de francs CFA, là, c'était pourquoi? Ne sois pas inquiétés. Et quand on parle des cadres républicains, ça veut dire que la sécurité de la présidence de la République, là, les incombe. C'est de la main que c'est, en tout cas, que c'est confié. Voilà la réalité. Et à qui on donne ça? On donne ça à Ouattara. Ouattara, c'est qui? Ouattara, c'est un rebelle. Et ceux qui sont là-bas, là, à qui Ouattara a donné les canons de Caporo, là? C'est qui? C'est les rebelles. C'est les rebelles. Et puis on peut pas dire que c'est les rebelles. Mais non. Alors, nous allons maintenant écouter
va donner sa conclusion. Voilà. Il va donner sa conclusion. Je vais retourner la caméra, on va traduire. On va traduire. Pourquoi j'ai fait ça? Simplement parce que connaît sa carrière ici, en train de faire ici, il nous raconte une histoire. Il nous raconte une histoire, l'histoire de la rébellion. Comment la rébellion a pris forme, qu'est-ce qui s'est passé avant. Voilà, donc au moment où on compte l'histoire, on va replonger dans le temps. Parce qu'on dit toujours que celui qui lit un roman, il est le personnage principal, donc l'auteur principal du roman, le personnage principal du roman. Alors, nous allons nous mettre dans la peau de Kone Sakaria en l'écoutant. On suppose qu'on est en train de lire un roman. Kone Sakaria nous conte ici l'histoire de la rébellion, comment elle a pris forme. Donc ça veut dire simplement que, avant que cette rébellion ne soit, il y a eu un préalable qui a été établi. Il y a eu des réunions, il y a eu des concessions qui ont été faites, il y a eu des conventions, etc. N'est-ce pas? Alors, chers amis, j'ai dit tout à l'heure que quand on veut préparer un coup d'État, on peut se donner un certain nombre de temps. Par exemple, dans 2 ans, je vais attaquer la Côte d'Ivoire. C'est un exemple. Mais, avant ces 2 ans-là, je travaille. Je ne reste pas comme ça. Puis, un matin, je me lève. Aujourd'hui, là, c'est les 2 ans-là qui attaquent la Côte d'Ivoire. Non. Nous avons une date donnée. Nous avons une date définie. Et avant que cette date-là n'arrive, nous nous mettons au travail. Nous nous attelons à parer à toute éventualité. Ainsi, la communauté internationale rentre en ligne de course. Ainsi, effectivement, les Ivoiriens veulent se révéler. Comment on analyse, comment on contrôle cela? C'est les calculs qui sont faits. Donc, pendant 2 ans, on travaille, on réfléchit. Alors, moi qui veux faire le coup d'État, ça fait des gens que j'ai réfléchi. Et ces gens-là, demain, ils vont dire qu'ils ne connaissent pas. Je vais leur dire qu'ils ne connaissent pas. Les frères, je vous pose une question. Le coup d'État, là, quand Kone Sakaria parlait ici, là, si on se met dans la peau de Kone Sakaria, le coup d'État n'est pas encore lieu. Le coup d'État n'est pas encore lieu. Il parlait de Ouaga. Donc le coup d'État n'est pas encore lieu. Ils étaient en préparation du coup d'État. Dans la réalité, on va chercher la vidéo de Kone Sakaria. Et puis Johnny Padoko va plus sur l'allocution. C'est un Afrique qui appelle les Côte d'Ivoire. Regardez ça, s'il vous plaît. Voilà. J'ai trouvé la vidéo. On va aller ici. Un instant, s'il vous plaît. Je vais le tenir. Puis on va lire. On va lire. Voilà, on va lire ça ensemble. Je vais traduire en même temps pour vous. Ok? Voilà. Même si Gbagbo était tué, c'est quelqu'un qui pourrait arranger nos parents du Nord dont on avait besoin. Nous avions prévu la mise sur pied d'un conseil de sécurité présidé par IB avec la participation de la France. Moi, Kone Sakaria, j'étais chargé du recrutement des gendarmes, policiers et militaires pour le compte de la rébellion. J'ai fait des courses à moto avec Sorokium. Mais pas dans le but que lui aussi soit président ou ministre. Mais nous l'avons fait pour notre liberté. La vérité soit sûre de tous aujourd'hui. Lorsque nous étions en exil, j'étais le tuteur de tous les groupes. Et j'étais prêt à mourir pour mes frères. C'est moi qui ai fait entrer les combattants et les armes dans le pays de Korobo à Abidjan. Si vous supportez les MPCI, ne le faites pas pour Sakaria ni pour IB, ni pour quelqu'un d'autre, sinon pour celui qui a acheté des armes, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara. Regardez ce qu'ils font. Vous voyez ce qu'ils font? Ils veulent couper mon live. Vous voyez? Vous voyez, c'est venu maintenant. Vous n'avez pas honte? Vous voyez, ils veulent couper mon live.
Non, c'est pas possible. Ouf. Non, mais c'est pas possible. Chers amis africains, un peu de Côte d'Ivoire. Nous allons maintenant passer au son. C'est pas fini, hein. C'est pas fini. On va écouter quelque chose. Elle est sans souple. Suivez ici. Voilà. Hein. Ici. Voilà. On va suivre. Voilà. Lorsque nous étions en exil, c'est Alassane qui s'occupait de nous. Voilà. C'est Alassane qui s'occupait de nous. Il nous apportait régulièrement du riz. Et la somme de 25 millions de francs CFA chaque mois. Voilà. 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 Donc, vous voulez couper mon live. Je ne sais même pas. Je dis qu'il ne faut pas fâcher. Hein. Nous s'amuser. Nous s'amuser. Donc, ici, là, il nous parlait, hein, en tout cas, bon, de comment la rébellion a été préparée au Burkina Faso. Et il nous dit que si vous voulez supporter quelqu'un, c'est pas Ibé, c'est pas moi, ni quelqu'un d'autre, c'est Alassane Draman Ouattara, lui qui a payé les armes. Chaque fin du mois, Ouattara ne connaît pas pour les Zakaria. Chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, on va remonter, hein, on va aller. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai présenté une vidéo de Bernard Doza où il a dit effectivement que Ouattara avait préparé une série de communications. Et lui, sur le plateau d'Africa avec Cannes, il dit que lui n'est pas au courant. Vous voyez un peu? C'est un personnage incongru. Mais on va regarder une vidéo, ce qui m'intéresse ici. Voilà ce qui m'intéresse ici. On va les réécouter. Voilà, on va l'écouter à la suite. C'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Quand on confisque les médias d'État. Quand on empêche les autres de s'exprimer. Quand on les accuse de tout et de rien sans preuve. On fait des manifestations depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, jusqu'à aujourd'hui, on n'a apporté aucune preuve d'aucune sorte. Et on continue de mettre cela dans la tête des gens. Alors moi je vous dirais, j'en ai marre d'être accusé gratuitement. La Côte d'Ivoire mérite mieux que cela. Ce pays a une justice, ce pays, mais à ce moment-là, mais c'est trop facile. On prend la télé et puis on accuse qui on veut, sans preuve, sans aucune. Et ma carrière l'a démontré, je ne suis pas un putschiste, je ne suis pas un violent, je n'ai tué personne. Arrêtez d'accuser les gens, de faire des amalgames, ça ne marche pas. Si vous avez des preuves, apportez-les. Toujours des manipulations. J'entends quand j'étais à Paris, qu'on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a reçu donner de l'argent à la rébellion par des gens que je ne connais même pas. Un certain Kone Zakaria, je ne l'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé avant le 19 septembre. Et... Bon, chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire, voilà un peu la réalité. Au moment où lui préparait une série de communications pour aller faire cette rébellion-là, lui nous fait savoir ici qu'il ne connaît pas Kone Zakaria. Et puis, j'ai vous piraté une vidéo tellement simple. Je vais essayer de chercher cette vidéo-là, je n'ai pas préparé ça, mais vous savez, quand tu écoutes quelqu'un, en même temps, il y a les idées qui te reviennent. Ce que je veux qu'on retienne ici, il a parlé de son parcours. J'espère que je pourrai trouver la vidéo là rapidement, parce que là, j'espère que je pourrai trouver cette vidéo. Voilà. Comme son parcours, il a eu un bon parcours, non? On va écouter ici Fologo, ce qu'il disait après la mort du parcours de Ouattara. Comme il dit, n'est pas un putschiste. Suivez cette vidéo-là. En 1993, Petit demande et obtient d'offrir une session extraordinaire du Parlement pour juger les privatisations de Alassane Ouattara. Et je viens à l'Assemblée. Et j'ai dit aux députés FPI, vous ne dites rien. Nous n'étions que 9 et c'est là que je vois le début de la guerre des héritiers, Petit contre Ouattara. C'est là que tu vois la profondeur de ce qui les sépare. Pendant la maladie du président Houphouët-Boigny à Paris, j'ai été convoqué par lui en tant que secrétaire général
de son parti, il m'a dit ce que je considérais comme le testament qu'il me laissait. S'il m'arrive de disparaître, faites en sorte que la Constitution soit appliquée. Là-dessus, Oufoué meurt à la fin de l'année, en décembre 93. Je me suis battu et j'ai réussi ma mission, c'est-à-dire celle de faire appliquer la Constitution, malgré l'opposition de l'ancien Premier ministre. La Constitution, notre loi suprême, me confère dans cette dramatique situation des responsabilités dont je mesure le poids. Je les assume dès maintenant et le pays sera gouverné. À cette fin, je demande à tous de se mettre à ma disposition. Il y a toutes les péripéties qui ont entouré la démission de Ouattara. Il fallait qu'il libère la primature. Les bédistes étaient prêts à en découdre avec lui. C'était l'époque où le régime au pouvoir voulait démontrer que l'ancien Premier ministre Houphouët-Boigny n'était pas de nationalité ivoirienne. Voilà. Alors, je vous ai laissé écouter cette vidéo-là. Et qu'est-ce qu'on retient à cette vidéo? Ouattara qui a un passé très lumineux, en tout cas un passé, je dirais, très propre, il nous fait savoir qu'il n'était pas un putschiste. Mais Fologo nous disait ici que Ouattara voulait que Fologo s'oppose à la Constitution, ce que disait la Constitution. Parce que logiquement, après, si le président Houphouët-Boigny ne pouvait pas, en tout cas n'était pas capable d'assumer la fonction de président, il fallait que le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim jusqu'à l'organisation des élections. Ouattara s'est posé à cela. Donc comment lui peut venir nous dire que les blancs comme Dex, ce n'est pas sérieux. Alors, chers amis, j'ai fait cette vidéo-là, et d'ailleurs, il y a la dernière vidéo, voilà, pour clore ce chapitre-là, pour clore ce débat. Pour dire à Ouattara de chercher autre chose. Parce que nous, Ivoiriens, nous sommes suffisamment informés, nous sommes suffisamment aguerris. Nous savons effectivement qui a fait quoi en Côte d'Ivoire. Et l'histoire de la Côte d'Ivoire, donc l'histoire de la rébellion, cela sera en tout cas expliqué à nos enfants dans tous les livres d'histoire, etc., etc. Voilà. Donc vous avez tué les Ivoiriens, nous trouvons que ce n'est pas juste. Voilà, parce que votre manière de gérer la Côte d'Ivoire ne nous convient pas, mais aucunement nous avons pris des armes pour nous faire justice. Voilà, parce que nous sommes des hommes réfléchis, nous sommes des hommes intelligents, nous vivons en société et la société a des règles. C'est vous qui êtes en tout cas qui êtes rentrés, je dirais, en déphasage avec les règles sociétales. Voilà la vérité. Donc, chers amis africains de Côte d'Ivoire, je vais m'arrêter ici, c'était le camarade de Pacheco du MPA, on ne va pas extrapoler, il ne faudrait pas que la vidéo soit aussi trop longue, parce qu'en Côte d'Ivoire, dans ce pays émergent où Ouattara a solutionné les problèmes des Ivoiriens, il n'y a pas de wifi. Voilà. Portez-vous bien, c'était le camarade de Pacheco du MPA et bon vent à vous.